Qui de mieux placé pour lancer nos échanges sur le passé, le présent et l'avenir du syndicalisme québécois qu'un des acteurs les plus influents et de longue date de ce syndicalisme-là. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Hébert, qui est un professeur de littérature, qui a débuté sa carrière à une époque que je n'irai pas jusqu'à dévoiler devant vous maintenant, mais qu'il a enseigné au cégep en littérature pendant une décennie. Par la suite, il a été professeur à l'Université de Victoria et puis à l'Université de Toronto, toujours en littérature québécoise. Puis, il a jeté ses pénates à l'Université de Sherbrooke, où il est toujours. Et depuis lors, depuis les années 90, il est toujours membre donc, du SPUS, le syndicat des professeurs et professeurs de l'Université de Sherbrooke. Il y a occupé plusieurs fonctions à différentes époques. Donc, il a été membre du comité syndical pendant 9 ans. Ensuite, il a été membre du comité de direction. Ensuite, il a été redevenu membre de l'exécutif, puis membre du conseil syndical et président des assemblées au cours des dernières années, dans les années 2010. Mais il a aussi joué un rôle à la Fédération québécoise des professeurs, comme vous n'êtes pas sans le savoir, sans l'ignorer plutôt. Il a été là de 2003 à 2009, à une période charnière. Je n'y étais pas, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Sylvain en a touché un mot tout à l'heure. C'est une période de grande turbulence, une période où l'existence même de la Fédération était remise en cause. Donc, il a joué un rôle déterminant, comme certains ici, mais il est parmi ces quelques personnes qui peuvent dire qu'on leur doit l'existence encore aujourd'hui de la FQPPU. Il a aussi joint, si j'ose dire, ses talents littéraires et son militantisme syndical, puisqu'il a commis 2 ouvrages, au moins 2, un en 2001 sur la nouvelle université guerrière, puis celui qu'on connaît davantage, puisqu'il fait l'histoire de la FQPPU. La FQPPU, rempart de la cité universitaire en 2011. Voilà, donc il a aussi été très engagé, comme certains collègues ici, lors du sommet de l'enseignement supérieur. Il était très solidaire de l'idée de développer, d'acquérir une charte de l'université québécoise. Donc, il a aussi fait partie de ces personnes qui, durant quelques décennies, ont maintenu le flambeau du syndicalisme universitaire. Et on en parlait il y a quelques instants avec des collègues à la pause. Ce n'est pas le moment, je pense, d'abandonner. L'université change et, en conséquence, le syndicalisme lui-même est appelé à se renouveler. Donc, il me fait plaisir de maintenant donner la parole à notre collègue Pierre Hébert pour nous parler de son point de vue sur le passé, le présent et l'avenir du syndicalisme universitaire québécois. Alors, ce n'est pas si souvent, comme aujourd'hui, qu'on dispose de 45 minutes pour une présentation. Je vais donc en prendre une bonne quinzaine au début pour me justifier d'être ici. Tout d'abord, véritable mantra pour moi en pareille situation, je cite généralement, quand j'ai un petit malaise, un ardent syndicaliste du nom de Lionel Groulx, qui met tout le monde à l'aise d'habitude. Groulx amorça un jour une allocution par cette phrase que je fais mienne aujourd'hui. « Le plaisir d'être parmi vous n'a d'égal que l'étonnement de me voir ici. » Ensuite, le but de cette présentation. Je le dis d'emblée, je ne suis pas Ricardo. Je n'ai pas de recette. J'ai à peine quelques ingrédients, dont pour certains, je doute même de la fraîcheur. De toute façon, ça part mal avec un tel menu, jalon de l'histoire et défi du syndicalisme universitaire professoral. Je ne sais trop si c'est moi qui ai proposé cet étrange titre, mais je m'en repens amèrement. Outre son côté prétentieux, il contient un mot que je ne supporte plus, le mot « défi ». Défi, que de demi-vérité, voire de fausseté, ne te fait-on pas dire. Tu caches le plus souvent les mots comme difficulté, problème, emmerde et autres substantifs généralement déprimants. Le sommet ou le creux de ces mensonges, dans mon université et sans doute ailleurs, c'est l'extraordinaire expression « défi budgétaire ». Alors que chacun sait bien que c'est du déni budgétaire. Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. D'ailleurs, à ce propos, à la fin des années 1980, Jacques Ellul a produit un essai remarquable, mais malheureusement peu remarqué à l'époque, dont le titre est on ne peut plus clair, « Le bluff technologique ». Réquisitoire contre le triomphe de la raison, de l'humain soumis à la technique, l'ouvrage apparaît aujourd'hui, quelques 30 ans plus tard, incroyablement actuel. Car, faut-il le rappeler,
Ces 30 années ont été celles de l'explosion de l'informatique. Jugez-en plutôt. Avant de passer à l'étude de notre société, où, comme il le dit, Jacques Ellul toujours, je le cite, « Personne n'a pris le commandement du système technique pour arriver à un ordre social et humain correspondant », Ellul se penche ensuite sur le discours social, duquel il relève une trilogie qui supporte cette réalité technique. Ce discours social se résume par 3 mots: défi, enjeu, pari. Ces 3 mots disent, continue Ellul, l'inconscient collectif interprétant la situation où nous vivons. Le défi nous soumet à son objet, comme à une fatalité. Le droit à l'erreur est presque nul. Défi budgétaire, défi de la mondialisation, les 8 défis du leader. J'ai répertorié pour m'amuser, chaque âge ayant ses plaisirs, 363 titres avec le mot défi entre 1980 et 1990 dans le catalogue de BANQ. J'en ai répertorié ensuite 1114 dans les 10 années suivantes et plus de 300 dans l'autre décennie qui suit. Les défis sont vraiment à la hausse. Je vous dis cela d'entrée de jeu pour 2 raisons. D'abord parce que je ferai ici une réflexion personnelle sur le syndicalisme universitaire, en particulier sur son expression fédérative. Et pour cela, j'attacherai, vous l'avez peut-être déjà compris, une grande importance au langage. Mais justement, s'agissant de langage, la question première, la question fondamentale est celle-ci. D'où parlons-nous? Or, l'expression « parler de » est à double sens. Je vous parle de Montréal. Est-ce que je suis à Montréal ou est-ce que c'est Montréal qui est l'objet de mon discours? Parler de l'université porte donc cette ambiguïté significative. Parler à partir d'un lieu de discours qui est l'université et parler au sujet de l'université comme objet de discours. Je pense donc qu'il faut traiter d'abord du lieu d'énonciation ou, pour le dire plus concrètement, de ce qu'est l'université aujourd'hui, celle d'où je parle, celle d'où nous parlons. Voir les contraintes du lieu d'énonciation. Car l'exemple le plus manifeste, vous le trouverez dans les superbes formulaires de demande de subvention. Difficile d'imaginer un lieu plus concret que celui-là. Vous disposez d'un beau cadre de 6 pages pour décrire votre demande. Mais ce lieu d'énonciation n'est pas seulement une contrainte formelle, c'est aussi une contrainte sémantique. Qui n'a pas, du moins dans certaines disciplines, ressenti un grand inconfort lorsqu'il s'est agi de décrire les retombées d'un projet? Mais vous le savez bien, ce lieu de discours, il est obligatoire. Je reviens donc à ma question. Comme universitaire, de quelle université, à partir de quelle université, est-ce que je parle aujourd'hui? C'est la question que pose Diane Lamoureux dans Le Trésor perdu de la politique, paru en 2013. Et je crois qu'en quelques pages, elle circonscrit très bien l'espace universitaire québécois en ce 21e siècle. Diane Lamoureux distingue 2 processus qui se sont disjoints depuis 1960. Le premier désigne l'université comme institution de constitution culturelle de la nation société, chargée de produire une élite, certes, mais aussi des référents culturels, symboliques, de participer en quelque sorte à la compréhension et à l'interprétation d'une société qui s'est affranchie des principes externes de sa définition. Une université qui a voulu et qui veut son hétéronomie. Certains ont appelé ça la révolution tranquille. Le second processus, dit-elle, émane de la démocratisation scolaire, de l'augmentation importante des effectifs. L'université s'est massifiée, certes, mais elle s'est aussi fortement diversifiée. 2 logiques, donc, dit-elle, 2 logiques en partie contradictoires. Une logique de culture comme distance et comme mémoire, dirait Fernand Dumont, et une logique de professionnalisation, comme si on savait ce que ce mot veut dire. Une logique de professionnalisation afin de répondre, bien sûr, au plus grand nombre de demandes particulières. Cette dichotomie, cette tension, se traduit plus largement, je crois, entre l'université comme organisation, gestion, professionnalisation, etc., l'université comme organisation d'une part, et l'université comme institution d'autre part, Fonction intellectuelle et fonction culturelle. Distinctions, écarts qui n'ont cessé de croître, me semble-t-il, depuis au moins 2 décennies,
au profit de la première, l'université comme organisation. C'est ainsi que l'on peut interpréter plusieurs signes particuliers. Hypertrophie des services consacrés à l'organisation, empirisme de l'enseignement, compétences, finalités, mesure des résultats de la recherche, gestion confiée à des membres externes et dits indépendants. Et on aura compris ici que je rappelle la tentative avortée du Parti libéral pour que le CA des universités comprenne au moins 2/3 de membres extérieurs à l'université. Bref, l'enseignement, la recherche, voire la collégialité sont teintés par cette logique organisationnelle dominante. C'est de là, donc, je crois, que je parle et que nous parlons. Cela dit, où placer le cœur de la question, celui de notre avenir? Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde, aurait dit Archimède. Quel est ce point d'appui qui nous permettra de soulever l'université? Pour cette quête, je vous propose un regard sur 2 faits actuels qui me paraissent riches d'enseignements. Le premier concerne le programme Apogée Canada. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Le second, une journée de speed dating dans mon université. Je sais que vous avez plus hâte au deuxième, mais je vous parle d'abord du premier. Au moment où je préparais cette présentation, je me suis trouvé devant 2 nouvelles relayées par Le Devoir dans la même semaine et qui, pour moi en tout cas, soufflaient l'une le chaud, l'autre le froid. Au début du mois de septembre, s'est tenu le Forum mondial de l'économie sociale à Montréal. Certes, la rencontre a connu ses difficultés, voire ses ratés. Mais il est tout de même rassurant d'imaginer des milliers de personnes pour qui l'économie vise à améliorer le bien-être de la communauté, certes, mais avant tout, et non pas le bien-être de quelques actionnaires et la maximisation des profits. À peu près au même moment, 2 ou 3 jours plus tard, Le Devoir faisait état des résultats du programme Apogée Canada. Vous le savez sans doute, ce programme vise à appuyer, et je cite, « les domaines de recherche qui créeront des avantages économiques à long terme pour le Canada ». Il s'agit donc, et je cite encore, de se mesurer au meilleur du monde, d'exceller à l'échelle mondiale. Sachez que le concours de 2016 n'a pas distribué des pinottes. 900 millions à 13 universités. La FQPPA a déjà relevé les affres de ce programme. Le programme Apogée s'est vu, et avec raison, je crois, a été vu comme un détournement de fonds. Pendant que les organismes subventionnaires usuels, appelons-les ainsi, voient leurs fonds baisser, le programme Apogée distribue des centaines de millions et à qui? Non pas aux professeurs, mais aux universités. Max Roy avait raison d'écrire qu'il s'agit d'un changement radical dans le paradigme de la recherche. Le gouvernement lui-même s'en félicite. En effet, annonçant les résultats du programme, il proclame clairement le 6 septembre investir les 900 millions, et là je cite, pour transformer la recherche universitaire. Le simple fait qu'on ne se garde pas une petite gêne, pour le dire ainsi, devrait nous inquiéter. Nous sommes dès lors placés la même semaine entre une volonté de développer l'économie sociale et la volonté de performer dans certains secteurs winners. Je ne dis pas que ces champs d'expertise ne sont pas bons. Je dis plutôt qu'il nous faudrait faire œuvre d'imagination, de distanciation, pour voir les choses autrement. On nous rebat les oreilles avec le mot « innovation ». Mais l'innovation la plus profonde, la plus extraordinaire, serait de renouveler radicalement notre regard sur les choses. Imaginez un seul instant si l'université devenait un chef de file pour favoriser une économie juste, pour donner toute la place possible aux forces de paix, pour cesser elle-même de faire ce qu'elle reproche souvent aux chercheurs, c'est-à-dire de fonctionner en silo, chacune quêtant sa plus grande gloire. C'est quoi le problème technique? Bon, voilà. Entre une volonté de développer l'économie sociale et la volonté de performer dans certains secteurs dits winners. Alors, je ne disais pas, ou je ne disais pas tantôt, que ces champs d'expertise ne sont pas bons. Je dis plutôt qu'il nous faudrait faire œuvre d'imagination, de distanciation pour voir les choses autrement. On nous rebat les oreilles avec l'innovation, mais l'innovation la plus profonde, ça me fait plaisir de me répéter là-dessus, la plus profonde, la plus extraordinaire serait de renouveler radicalement notre regard sur les choses.
Imaginez un instant si l'université devenait un chef de file pour favoriser une économie juste, pour donner toute la place possible aux forces de paix, pour cesser elle-même de faire ce qu'elle reproche souvent aux chercheurs, c'est-à-dire de fonctionner en silo, alors que chaque université travaille pour sa plus grande gloire. Je ne sais pas qui a dit que la paix n'est pas le but, mais que c'est le chemin. Voilà pourquoi, je suppose, plus de 15 ans après sa parution, je demeure quelque peu obsédé par l'Université Guerrière. Et voilà surtout où m'a conduit un forum sur l'économie sociale et un programme qui est l'apogée de la volonté de puissance. Retenons ceci. D'une part, il semble que nous ne sommes plus propriétaires dans notre maison. D'autre part, nous sommes des locataires, mais des locataires silencieux, et nous l'acceptons ainsi. Je passe au second exemple, celui que vous attendez tous et pour lequel vous vouliez vraiment bien l'entendre. Je passe au second exemple, mon speed dating. Second exemple tout récent, le mois dernier, qui a eu lieu dans mon université et qui me paraît très riche d'enseignements. Comme pour toute université qui se respecte, nous avons un service attitré au recrutement. Cela est juste et bon. Cependant, la stratégie déployée pour une première fois le mois dernier mérite qu'on la regarde de près. L'Université de Sherbrooke a lancé, auprès des futurs étudiantes de deuxième et de troisième cycle, une journée de rencontres individualisée entre ses candidats et de potentiels directeurs, directrices de thèse ou de mémoire pour l'année 2017. Ces étudiants-là n'étaient pas encore inscrits au programme. Ils rencontraient les professeurs. L'Université de Sherbrooke a payé le transport et sustente jusqu'à 100 candidats venant de n'importe où au Québec ou de villes limitrophes. L'on ajoute que seuls les étudiants qui participeront à l'événement seront admissibles pour des bourses, totalisant jusqu'à 100 000 $. Enfin, on met surtout en relief que c'est l'occasion, lors de cette rencontre, de se trouver en une heure, une directrice ou un directeur, voire de consolider un sujet de recherche grâce à ces rencontres personnelles. Je n'invente rien, croyez-moi. Mais ce que je veux par ce cas, c'est dégager des leçons contemporaines, mesurer où nous en sommes rendus, scruter ce présent à partir duquel je vous parle aujourd'hui. Je tire 4 leçons de ce cas qui m'apparaît vraiment comme l'index de notre actualité universitaire. Première leçon. L'organisation dont je parlais plus haut contrôle l'institution. Cet événement recruteur s'est élaboré sans l'accord des profs. En tout cas, notre syndicat n'a pas été mis au fait. Vous me direz que c'est normal, que ce service peut bien lancer les initiatives qu'il juge bon. Eh bien non. Et c'est là ma deuxième leçon. Elle touche nos conditions de travail, au sens premier du terme, les conditions d'exercice de notre travail. Je passe sur le fait que cet événement a eu lieu un samedi d'ailleurs. On trouvera bien quelqu'un pour garder les enfants au besoin. Et les services de santé organisationnelle embaucheront plus d'intervenants pour les gens qui font des burn-out. J'entends surtout par conditions de travail la manière dont s'établit, par ces rencontres-là, une relation entre prof et étudiant. Ce n'est certainement pas par du speed dating que j'aurais eu l'intention de diriger un étudiant. Comment qualifier cette rencontre pour le moins incongrue? Une petite séduction intellectuelle? Est-ce que ce sont là les nouveaux paramètres d'admission? Troisième leçon, parce que je n'ai pas terminé. C'est ce qui arrive quand on a un sujet très riche. Nous voici rendus au cœur du problème. La rapidité, le présentéisme, l'œuvre du temps, l'œuvre de la rencontre entre deux existences au cœur de la relation d'éducation, disparaît devant l'œuvre de l'instant, de la rencontre entre un demandeur et un fournisseur de services. Je clôt sur une dernière leçon, la plus déconcertante de tous, et qui alimentera une bonne partie du reste de mon propos. Encore une fois, notre silence, notre apathie face à de telles situations. Car, que je sache, il n'y a pas eu de levée sérieuse de bouclier, d'indignation, et cela de nulle part. J'en reste encore comme abasourdi. Ne devrions-nous pas être critiques vis-à-vis de tels empiètements? La liberté académique ne s'applique pas seulement à la recherche et à l'enseignement. L'esprit critique, ce n'est pas seulement pour les autres. Comme l'écrivait un journaliste des années 30, serions-nous rendus conformistes, même dans nos audaces? Vous aurez peut-être remarqué que cette courte réflexion s'articule en fin de compte autour de 2 ordres de problèmes. Un premier touche ce qui est ressorti
disons pour simplifier les choses, aux structures, aux organisations qui, censées être des appuis à l'université, finissent au contraire par créer son identité même. Autrement dit, la logique du speed dating, par exemple, est une logique de marchandisation. Le second problème concerne moins les structures que les sujets qui les vivent, voire les subissent. Ces sujets, généralement appelés profs, ont un répertoire d'au moins 4 possibilités en guise de réaction. L'acceptation, le refus, la résistance passive, l'indifférence. S'agissant donc de réfléchir et d'agir sur l'avenir de l'université et du syndicalisme, je vous propose de diviser votre boule de cristal en 2. Une interprétation liée aux structures et une autre liée au sujet. Dans un article qui s'intitule « Pour comprendre la violence, l'hypothèse du sujet », Michel Vivorca cherche à comprendre la violence en se reposant sur la notion de sujet. Est sujet celui ou celle qui a la capacité de se construire lui-même par un agir créateur, par la reconnaissance de l'altérité, par la capacité de s'engager comme de se dégager. Cette remarque, écrit-il, a des implications théoriques. Elle signifie qu'il est possible d'inscrire une sociologie des organisations dans le cadre d'une sociologie du sujet. C'est la double voie de lecture prospective que je vous propose. D'abord, l'avenir passe par les organisations. Premier aspect, premier volet de la boule de cristal. Mais je vous le dis d'emblée, je n'ai pas de propos miraculeux. Bien sûr, comme vous tous, comme vous toutes ici, je sais des choses essentielles. Ainsi, un réinvestissement majeur est urgent et il faut revenir sans cesse sur ce point. Et même là, ma petite expérience m'a appris que quand le dollar revient parmi nous, il s'accompagne souvent de nouvelles conditions. Il ne faudra pas nous laisser leurrer par le seul retour de l'argent. S'il revient, il faudra vraiment vérifier l'odeur. Rappelez-vous, le retour du dollar après les coupes du milieu des années 1990, ce retour s'est drapé avec la noblesse délétère des contrats de performance des chaires de recherche du Canada. Il faudra continuer de critiquer ces organisations, d'en proposer de plus justes. Je pourrais aussi longtemps palabrer, s'agissant de voies présentes et d'avenir, sur la nécessité d'une loi cadre, telle que nous avons failli en avoir une à la suite du sommet sur l'enseignement supérieur. Lisez ou relisez le rapport Bissonnette-Porter. Vous pourrez mesurer ce que nous avons failli inscrire comme modus vivendi universitaire. Car ce n'est pas tout d'avoir des moyens financiers, les moyens financiers d'une politique. Il faut au préalable avoir une politique des moyens. Et c'est ce qui nous manque. De ce côté, du côté de la politique des moyens, c'est le déficit zéro. Zéro politique, zéro pensée sur l'université. J'exagère un peu. Retrouver le sens dans la politique, c'est sans doute ce qui importe au premier chef. J'accepte d'entrée de jeu qu'on m'accuse d'idéalisme, au sens philosophique du terme. Les idées mèneraient le monde. Mais matérialisme ou idéalisme, je crois en tout cas que nous sommes en déficit de valeur s'agissant de l'université. Je reviens au rapport Bissonnette-Porter. Derrière la très prosaïque appellation de loi cadre, s'étale une réflexion sur le sens de l'institution universitaire dans notre société. Ce rapport participe à ce que nous avions alors appelé, dans un moment de presque euphorie, une véritable refondation de l'université québécoise. On dira que ce rapport est tabletté. Il n'en tient qu'à nous à le détabletter, à la limite de le publier avec commentaire de la FQPPU et de le distribuer urbi et orbi. Dois-je aussi rappeler, bien évidemment, la nécessité d'un conseil des universités? J'ai dit, j'étais avec les vérités connues. Un conseil des universités ou d'un organisme plus indépendant, en tout cas plus représentatif que ne le fut la CREPUC. Je vous lis une citation. Notre préférence va à un conseil des universités, un prisme à travers lequel les besoins des universités seront vus à la lumière de leur dimension scientifique et sociale.
Avec cette citation, vous me direz que, vous demandez un conseil des universités, vous me direz que je n'ai pas sorti un lapin du chapeau. D'autant que la ministre David a justement lancé des consultations à ce propos. Mais oui, chers amis, j'ai sorti un lapin du chapeau. Mais il est fatigué, mon pauvre petit lapin. Il a 43 ans. Ça commence à faire vieux pour un lapin. J'ai dit que j'avais des ingrédients dont la fraîcheur était douteuse, car cette citation sur un conseil des universités est tirée d'un livre paru en 1973 et qui s'intitule, il est permis de rire, « L'Université québécoise du proche avenir ». Bien sûr, aussi, une FQPPU forte est essentielle. Mais ça veut dire quoi, forte? À la fin des années 1990, j'étais désolé, triste même un peu désespéré parfois, du sort que le Québec faisait à ses universités. J'avais l'université triste, on peut dire ça comme ça. C'est ce qui m'avait poussé à écrire cet opuscule dont vous avez aimablement parlé, la Nouvelle Université guerrière, dont je crois qu'elle comportait un peu de vérité, mais qui, pour moi, surtout, avait une véritable fonction de catharsis, littéralement. Mais en fin de compte, je me suis retrouvé à voir la catharsis triste également, en plus de l'université triste, à vivre une sorte de dépression post-scriptum. J'ai écrit ce petit livre, oui, puis après. Par une série d'événements qui seraient inintéressants de relater ici, je me suis retrouvé à la FQPPU, à la fois solitaire et solidaire. Cette action dans la cité, modeste mais salutaire pour moi, fut une prolongation heureuse, un prolongement heureux de l'écriture plus solitaire. Malheureusement, j'ai quand même un peu déchanté, confronté à notre individualisme universitaire. Je pense précisément, puisque vous y avez fait allusion, merci d'avoir préparé le terrain, je pense précisément à cette crise autour de 2004-2005 à la FQPPU qui a mené, je crois, à une saine restructuration, mais qui a aussi entraîné le départ de syndicats importants. Il y a là aussi une forme d'individualisme. Aucune université ne peut prétendre représenter l'université québécoise. Et s'il est un défi, mon Dieu, j'ai employé ce mot-là, un défi actuel, c'est bien celui-là. Jadis, s'agissant de la langue, le frère Untel disait qu'elle était un bien commun et que l'État avait pour rôle de la protéger. L'État protège bien les truites, les orignaux. Or, disait le frère Untel, un mot vaut bien une truite, une expression vaut bien un orignal. Mais l'État n'a cure de protéger ses universités. C'est à nous, à chacune des institutions universitaires du Québec, à protéger ce legs de civilisation. Je le sais, ayant côtoyé Jean Roy, Cécile Sabourin, Max Roy, je le sais quelle énergie et engagement il faut pour tenir à bout de bras notre fédération. On lui reproche parfois de ne pas être assez connu des profs. Je réponds à cela qu'il nous faut augmenter nos moyens, nos ressources, notre personnel affecté à divers dossiers, à diverses recherches. On ne trouvera pas toujours des Michel Ambouriaco et son équipe pour mener de telles recherches de fond, dans le temps et dans l'espace. Mon souhait le plus profond est le retour des universités absentes. Et pourquoi pas des associations de médecins. Il fut un temps, n'est-ce pas, où l'AFMUS faisait partie de la FQPPU. Puisqu'on est dans les structures, c'était ma première partie, pourquoi ne pas rêver, vous direz peut-être même délirer? On se demande comment valoriser l'éducation. La réponse est simple. L'humour, la guerre, les droits de la personne, l'agriculture, les trains, les autos, tous ces objets, matériels ou non, ont leur musée. À quand le musée de l'éducation au Québec? J'en vois déjà les grands axes sur les ordres primaires, secondaires, collégiales, universitaires, leur début, leur transformation, les grands débats. Je vois des artefacts partout. Une ancienne école de rang, une classe de 5e année des années 30, l'apparition du transport scolaire, si important, une salle sur la question de la confessionnalité, sur les crises scolaires touchant le français et l'enseignement au Manitoba, en Ontario, mais avec son incidence au Québec, une salle sur les manuels scolaires, sur les livres de prix, les livres de récompense, etc. Je ne sais pas si j'aurais eu des chances à l'émission dans l'œil du dragon. Je suis peut-être un peu trop tard. Mais je ne suis pas certain que l'avenir à la fois de l'université et du syndicalisme passe uniquement par ces dernières voies, c'est-à-dire ce que j'appellerais, défaut de mieux, structurelles. Je crois même que ces structures sont subordonnées à la notion de sujet.
à l'exercice que nous en faisons. Et là, je ne suis pas certain que nous avons la note de passage. C'est la deuxième partie de ma boule de cristal. Je l'ai dit plus haut, une de mes grandes déceptions est de voir à quel point une majorité de collègues vivent dans le confort et l'indifférence en ce qui concerne l'université comme institution. J'ai lu quelque part l'anecdote suivante, que je cite de mémoire faillible. Au moment de la rentrée universitaire, s'adressant aux profs, un doyen commence ainsi son discours. « En tant qu'employé de l'université, et il est tout de suite interrompu par un prof qui lui rétorque « Non, non, nous ne sommes pas employés de l'université, nous sommes l'université. » Pas question de se laisser définir comme employé. Parmi les colloques que j'ai organisés dans le cadre de la FQPPU, celui qui avait attiré le plus de personnes s'intitulait « À qui appartient l'université ?» Question fondamentale s'il en est une, et qui est au cœur d'une souque à la corde. Souque à la corde identitaire sans doute constante. Mais où prendrons-nous notre force pour continuer non d'être un employé de l'université, mais un employeur, c'est-à-dire de mettre l'université à l'emploi d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, plus libre et plus éclairé. Pour cela, il faudra dépasser le retrait dans notre individualisme au profit de notre existence relationnelle de sujets et de sujets qui vont maîtriser leur identité. Je donne un autre exemple. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus écrire « objectif » à l'Université de Sherbrooke dans la description des cours. On n'avait plus d'objectif, c'était devenu tout à coup « finalité de formation ». Décision péremptoire du service de soutien à la formation. Là encore, mon intervention en Assemblée des profs s'est éteinte dans l'indifférence. Nous acceptons donc d'être assujettis. Nous courons vers la dépossession si nous ne prenons pas conscience de deux choses et n'accordons pas notre action en ce sens. Première chose, la lutte pour le pouvoir n'est pas qu'affaire de règlement. Elle est aussi une lutte pour la maîtrise du discours. Défis budgétaires, rigueur budgétaire, clientèle étudiante, finalité de formation, retombées de la recherche, synergie, travail en silo, tour des voies, accélération de la diplomation, compétitif, innovation, plan stratégique, programme de recherche. Il n'est pas un seul de ces mots parmi d'autres qui ne doivent être déconstruits. Dans un ouvrage remarquable intitulé « L'intolérance », Lise Noël n'hésite pas à dire que le plus grand des pouvoirs est le pouvoir de définition. Le dominant cherche à s'arroger ce pouvoir. L'histoire du colonialisme nous en a fait la démonstration probante. D'ailleurs, dans notre propre histoire, le rapport de Durham, qu'on peut même compléter par les tableaux de Krigoff, dit c'est un Canadien presque inculte et subordonné sans trop d'envergure. Pouvoir de définition. Je crois que depuis plusieurs années, nous avons considérablement perdu ce pouvoir de définition. Définition tant de l'université que de nos tâches, voire de notre propre identité. Mais surtout, et c'est à cela que je voulais en venir, nous devons redevenir les sujets de notre propre histoire, ou devrais-je dire, nous représenter comme sujet de notre propre histoire. Le sociologue Alain Touraine écrit « Il est tentant de parler des conditions de vie intellectuelle en termes on ne peut plus matériels, de mauvaise organisation ou de crédits insuffisants. Ces contraintes existent, mais n'ont pas constitué d'obstacles impossibles à surmonter. C'est du côté des représentations et non du côté des ressources que se trouvent les principaux obstacles. Comment nous représentons-nous comme sujet? » Je vous donne encore un autre exemple. Naguère, sur le site de mon département, pour consulter la liste des profs, il fallait cliquer sur l'onglet « Nos experts ». Là encore, événement, j'ai protesté et tenté d'expliquer la signification à peine voilée du mot « expert ». Pourtant, quel effet pervers porte ce mot? Plusieurs ont relevé, sinon le déclin, du moins la transformation de notre identité d'intellectuel générique à intellectuel organique, autrement dit d'intellectuel dans la cité à intellectuel dans l'organisation, dont la version la plus édulcorée me paraît être la figure de l'expert. L'onglet « Nos experts » devient ainsi un créateur d'identité dont nous ne possédons pas, encore une fois, la maîtrise, mais surtout parce que nous l'acceptons. Je crois que nous nous approchons du problème à dépasser. Nous acceptons trop d'être hors-jeu.
Je cite Pierre Bourdieu. Les intellectuels se trouvent toujours d'accord pour laisser hors jeu leur propre jeu et leurs propres enjeux. Nous sommes des dominés qui cédons aux dominants le pouvoir de définition. Je crois qu'il faut retrouver l'identité d'intellectuel et ne pas laisser nous définir autrement. Par-delà l'individualisme, par-delà l'expert, notre capacité à agir en sujet libre, critique et à agir en conséquence, qui est, à mon avis, au cœur de notre avenir. C'est par cette réhabilitation que l'université pourra à son tour devenir un véritable intellectuel collectif. La chose ne va pas de soi et sans doute est loin de faire l'unanimité, mais de toute évidence, l'intellectuel collectif possède la force des sujets qu'il compose. Ni employés, ni experts, ni même acteurs, notre responsabilité est d'être des sujets. On peut voir cette érosion du sujet dans l'histoire, bien sûr. Avec Copernic, le sujet n'est plus le centre du monde. Avec Darwin, n'est plus le centre de l'espèce. Avec Freud, nous ne sommes même plus le centre de nous-mêmes. Les lettres ont tenté de tuer l'auteur et une certaine sociologie triomphante chez les littéraires, d'ailleurs, l'a remplacé par l'acteur. Dans son ouvrage « Penser autrement », Alain Touraine écrit que nous sommes de plus en plus enfermés dans la vision d'une société sans sujet, complètement soumise à des déterminismes externes. Le sujet peine à s'affirmer comme acteur social. On cherche à l'évacuer parce que, dit-il, il est le pire ennemi de tous les systèmes de pouvoir. Mais soyons encore plus concrets. Le sujet disparaît même de notre vie quotidienne. Regardez ce drone passer qui fouille votre intimité sans sujet. Et bientôt, vous ne serez même plus le sujet conducteur de votre voiture. L'absence de sujet est en train de devenir une quasi-norme, une force structurante. Bien sûr, je fais toutes sortes d'amalgames, mais une université sans sujet ne peut certainement pas répondre d'elle-même, et nous sommes ces sujets. Bref, je fais reposer l'avenir de l'université et du syndicalisme aussi sur une réhabilitation des sujets que nous sommes. Notre travail est essentiel auprès des étudiants au doctorat, à la maîtrise, des nouveaux profs. Notre travail d'éducation à l'université. Là aussi, il y a une ambiguïté un peu dans l'expression même, mais d'éducation à l'université. À ce qu'est l'université. Je ne prétends pas qu'il y ait unanimité sur ce que c'est une université, mais il devrait au moins y avoir unanimité en ce qui concerne la réflexion, l'examen critique de l'université. La FQPPU, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait, pourrait organiser pour les étudiants et les profs dans chaque université, aux 2 ans, par exemple, une journée de conférence sur l'évolution récente des universités, ce qu'elle est, ce qu'elle deviendra, pour que ce ne soit pas une chose qui va de soi. Nous avons la responsabilité du message que nous transmettons à ceux et à celles que nous fréquentons quotidiennement. Nous leur disons dans quelle université nous vivons. Je suis débordé, je n'ai pas le temps, il faut que je publie. L'université générique qui semble dominer aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'U-de-H, l'université de l'ubris. On le sait, les Grecs se méfiaient de l'excès qu'ils appelaient l'ubris et ils en appelaient à némésis pour retrouver la mesure sous peine de châtiment. Nous devons donc œuvrer pour un but qui est d'autant subversif qu'il semble ridicule aujourd'hui. Seuls des sujets peuvent œuvrer pour ce que j'appellerais, à défaut de mieux, une université moyenne, c'est-à-dire une université qui s'écarte des excès et qui n'exclut pas, car ce sont les excès qui excluent. Cela pose la question, aujourd'hui devenue nécessaire, qu'est-ce qu'une bonne université? Il s'agit tout d'abord, à mon avis, d'une université qui sait poser les limites, et notre tâche à nous est d'y œuvrer constamment. Personne ne le fera pour nous. Nous devons, sur un plan personnel, retrouver une mesure dans nos recherches. Je le sais, cela paraît impossible. Les promotions, les organismes subventionnaires, tout nous pousse à une surproduction. Mais tant que nous n'aurons pas retrouvé cette éthique du milieu, notre propre vie sera en contradiction avec toute autre action qui cherchera un équilibre. Nous devons nous rappeler constamment que la volonté d'être de chef de file mondial n'a pas de sens. L'éducation est pratiquement elle seule, écrit John Kenneth Galbraith dans Pour une société meilleure, peut conserver les voies de l'ignorance et de l'erreur dans des limites raisonnables. Pour cela, il faut l'université qui est une institution à nulle autre pareille, une université, puis-je me le permettre, qui participe de l'esprit des Lumières, du moins de ce qu'elle avait de plus essentiel, de se sapere aude, disait Kant, penser par soi-même.
Jusqu'à présent, j'ai surtout réfléchi sur l'université, sur le syndicalisme contemporain actuel, mais la FQPPU et l'université ont une histoire, vous le savez bien. En 2011, comme vous l'avez dit, j'ai produit un opuscule qui retraçait l'histoire de la FAPUC, ancêtre de notre fédération, puis de la FQPPU, à l'occasion du 20e anniversaire. Je vais donc conclure, non par une autre anecdote, mais par la leçon principale que m'a apprise cette traversée de l'histoire récente, de l'histoire de ces 20 dernières années. Y avait-il une trame, une ligne de force qui traverse l'histoire de la Fédération syndicale? Depuis sa fondation en 1967, la FAPUC puis la FQPPU ont promu et protégé de nombreux aspects touchant l'Université québécoise. Mais une trame de fond traverse toute cette période, l'intervention accrue de l'État. Dès sa naissance, même la FAPUC ne manque pas de le noter. Les années 1960 constituent une ère de développement majeure pour les universités québécoises. Mais après ces années fastes, les restrictions de ressources au tournant des années 1970, et je cite un texte de la FAPUC, justifient une plus grande présence de l'État. Or, dès sa quatrième réunion en 1969, le Conseil de la FAPUC s'inquiète à ce propos, et là je le cite. « Le moment n'est pas loin où le professeur lui-même deviendra l'objet d'une normalisation, si ce n'est déjà commencé dans une certaine mesure. Ira-t-on jusqu'à normaliser l'emploi de son temps, en définissant le nombre d'heures d'enseignement, d'activités de recherche, afin de définir et d'évaluer la qualité et l'emploi de son temps à l'université. » 1969. S'agissant des interventions de l'État, un modèle d'ingérence semble se dessiner, et dont j'ai déjà parlé. À la suite d'une période de restrictions budgétaires, l'État réinvestit dans l'université, mais à ses propres conditions. Deux épisodes illustrent ce fait, correspondant aux deux moments des coupes draconiennes de 1982 et 1996. Après le décret de 1982, qui a réduit les salaires des professeurs, le gouvernement entend réinvestir dans les universités. Recherche orientée et plans de développement sont alors mis au goût du jour. Ainsi débute un article de Nouvelles universitaires, le journal de la FQPPU, intitulé « La recherche au Québec en profonde mutation ». Je cite cet article-là, 1982. La recherche au Québec s'inspire désormais du modèle japonais. Il s'en est passé des choses au Japon depuis ce temps-là. Si, en Occident, la recherche fondamentale a été la pierre d'assise du développement scientifique, un revirement important se prépare. Politiciens et administrateurs ne jurent plus que par l'applicabilité de la recherche et l'inspiration vient de l'Extrême-Orient, où on a construit un empire technologique fondé sur la recherche appliquée et l'innovation industrielle. Le gouvernement, à cette époque, prévoit d'ailleurs un outil à cette fin, une agence de la valorisation de la recherche. C'est à ce moment-là que ça apparaît. La Fédération décrit, vous pouvez l'écrire avec un T ou un E, comme vous voudrez, décrit avec justesse cette inquiétante situation. Tout ce vocabulaire, toutes ces pensées, cette pensée ont pris une ampleur telle qu'ils sont en quelque sorte devenus la doxa d'aujourd'hui, les règles de base de toute discussion sur l'université. Le milieu des années 90 reprend le même scénario. Certes, les réductions budgétaires ont commencé avant 1995, mais à la suite de la démission de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard devient premier ministre du Québec en janvier 1996 et Pauline Marois est ministre de l'Éducation. Le gouvernement du Québec entreprend sa croisade afin d'atteindre le déficit zéro, le difficile zéro, comme disait Sol, le difficile zéro en l'an 2000. La FQPPU fera du plan d'action de la ministre Marois l'un de ses principaux objets de débat et d'intervention. Ces plans d'action du gouvernement culminent à la fin de la décennie, au point où l'on voit apparaître un nouveau paradigme, et là je cite à nouveau la FQPPU dans son journal. L'année 1996 marque un changement important, non pas du point de vue des finalités de l'État eu égard à l'université, mais bien plutôt en ce qui a trait à la formalisation de sa politique afférente, qui s'inscrira désormais dans une perspective opératoire et deviendra un plan d'action avec des objectifs, des priorités, bref, un cadre de gestion par résultat, 1996. Pour moi, en tout cas, la nécessité de la FQPPU se fonde sur une des rares vérités qui me paraissent justes de tous les temps, rien de moins,
tout pouvoir laissé à lui-même tend à croître indéfiniment. Que ce pouvoir soit religieux, politique ou même syndical, il doit trouver une limite extérieure. Or, ce que l'histoire de la Fédération des universitaires nous apprend, c'est que nous sommes en quelque sorte passés de l'Église à l'État, d'une théologie à une téléologie de l'université. Telle est, à mon avis du moins, la trame de fond des dernières décennies. L'intervention accrue de l'État dans le développement de l'université québécoise et le rôle de contre-pouvoir essentiel de la FQPPU. Cette lecture est corroborée par les propos d'un acteur très connu qui a observé, en intellectuel engagé, toute cette odyssée fédérative depuis les années 60 et qui intervient régulièrement dans les débats d'aujourd'hui, Guy Rocher. En effet, lors d'un colloque de la FQPPU en décembre 1998, colloque sur la recherche et les partenariats, Rocher fit cette étonnante déclaration dans son allocution d'ouverture. Je le cite. « J'ai dit plusieurs fois que dans l'université catholique que j'ai connue au début de ma carrière de professeur, les interventions des autorités religieuses, réelles bien sûr, étaient cependant minimes et limitées en comparaison de ce que nous connaissons aujourd'hui de la part des organismes étatiques. » Déclaration étonnante, oui, et encore plus pertinente aujourd'hui. En effet, depuis 1998, nous avons connu un accroissement de ces interventions. Contrats de performance, chaires de recherche, politique du ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, sur le partenariat entre l'université et l'État, projet de loi sur la gouvernance, etc. Guy Rocher compare donc deux pouvoirs, l'Église et l'État. Et le rapport Bissonnette-Porter, j'y reviens, nous le rappelle clairement, l'État n'est pas propriétaire de l'université, il en est le fiduciaire. C'est à croire que nous devrions entreprendre une seconde laïcisation de l'université, une nouvelle séparation des pouvoirs. En fin de compte, et je termine là-dessus, en fin de compte, revenons à nos classiques. D'abord, à ce que disait Montesquieu, parce que l'idée du pouvoir et du contre-pouvoir, c'est lui qui l'avait établi, fondant à toute fin utile, je crois, notre propre système politique. D'abord, à ce que disait Montesquieu. À tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Le nôtre, dans le but de protéger l'université, d'en faire une institution vouée à la connaissance scientifique, technique, culturelle, mais une connaissance surplombée par la justice, la paix, le refus des dogmes. Notre contre-pouvoir, donc, a besoin, je crois, d'être un peu remplumé. Et le changement passe par nous, par chacun de nous. Pas nécessairement nous dans cette salle, mais nous des quelques, je ne sais plus combien, 9 000, 9 500, 10 000 profs d'université, qui, disait encore Camus, ont besoin de retrouver cette capacité qui distingue la créature humaine, la capacité de dire non. Alors le oui a un sens. C'est pourquoi notre responsabilité est immense. Mon deuxième classique. Il n'y a pas de désir de... Ça, c'est pas mon classique. Par exemple, c'est le rapport Bissonnette-Porter. C'est en train de devenir un classique. C'est pourquoi notre responsabilité est immense. Il n'y a pas de désir d'avenir sans désir d'université, peut-on lire dans le rapport Bissonnette-Porter. Et comme l'aurait sans doute dit mon second classique, Montaigne, mieux vaut une université bien faite qu'une université bien pleine. Je vous remercie.